Le Nigeria, une nation aux prises avec le poids de ses promesses, se trouve empêtré dans les filets complexes du clientélisme politique. Ce système insidieux, profondément enraciné dans le tissu politique du pays, fonctionne sur un principe simple mais puissant. Des agents de pouvoir, les soi-disant parrains, exercent une influence indue sur les élus. Ils choisissent les candidats, financent les campagnes et exigent une loyauté indéfectible. En retour, ils attendent de leurs marionnettes une obéissance aveugle, privilégiant les profits personnels au détriment du bien-être de la population. C'est une forme de copinage, mais à une échelle bien plus grande et avec des conséquences bien plus graves. Cet échange corrompu est au cœur du malaise politique nigérian. Le clientélisme politique prospère grâce au favoritisme, un réseau d'obligations et de faveurs qui lie les politiciens à leurs bienfaiteurs, une véritable coterie. Il sape l'essence même de la démocratie, érodant la responsabilité, la transparence et l'état de droit. Le mandat populaire devient secondaire face aux caprices de ces puissantes figures, qui opèrent en toute impunité, leurs actions dissimulées sous un voile de secret. Les conséquences sont désastreuses, la corruption prospère, le développement stagne, et les voix des citoyens ordinaires sont réduites au silence. La voie du Nigeria vers une véritable démocratie est entravée par ce système insidieux qui menace de démanteler le fragile tissu de la nation. Ce problème ne se limite pas au Nigeria. À travers l'Afrique et dans d'autres régions du monde en développement, des systèmes similaires de favoritisme et de clientélisme se sont enracinés, sapant les institutions démocratiques et freinant le progrès. Mais le Nigeria, avec ses vastes richesses pétrolières et sa position de puissance régionale, a la responsabilité particulière de relever ce défi de front. L'avenir de la démocratie au Nigeria, et peut-être dans la région tout entière, en dépend. L'État de Rivers, au cœur du delta du Niger, la région pétrolière du Nigeria, illustre cruellement les effets corrosifs du clientélisme politique. C'est comme un donnant-donnant poussé à l'extrême. Cet État, riche en ressources, avec une abondante richesse naturelle, devrait être un modèle de prospérité et de développement, comme un Dubaï africain. Au lieu de cela, il est devenu un champ de bataille pour des politiciens avides de pouvoir, un creuset où les flammes de l'ambition et de la cupidité sont constamment attisées. On se croirait dans un feuilleton télévisé. Pendant des décennies, l'État de Rivers a été sous la domination d'un petit groupe de parrains politiques, des figures influentes qui exercent un pouvoir démesuré, comme des seigneurs de la politique. Ils contrôlent les mécanismes du gouvernement, dictant tout, des contrats et des nominations jusqu'à la distribution des ressources. Ils ont plus de pouvoir que le maire. Leur influence sur l'État est si forte que les élections sont devenues de simples formalités, une mise en scène pour légitimer leur mainmise sur le pouvoir. C'est comme s'ils connaissaient déjà le résultat du match avant même qu'il ne commence. La population de l'État de Rivers a subi les conséquences de ce système toxique. C'est le fameux retour de bâton. Malgré les vastes richesses pétrolières de l'État, la pauvreté reste généralisée. C'est le paradoxe de l'abondance. Les infrastructures sont en ruine, les écoles et les hôpitaux sont sous-financés, et les services de base sont précaires. On se croirait dans une ville fantôme. Les jeunes, sans opportunité, sont facilement attirés par les groupes armés et la criminalité, perpétuant un cercle vicieux de violence et d'instabilité. Une bombe à retardement prête à exploser. L'État de Rivers est un microcosme de la lutte plus large du Nigeria contre le clientélisme politique. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est une mise en garde, un rappel des dangers du pouvoir incontrôlé et de l'urgent besoin de réforme. Espérons qu'ils en prennent conscience et que les choses changent pour le mieux. La récente crise dans l'État de Rivers, qui a culminé avec la déclaration de l'état d'urgence, a révélé la lutte de pouvoir acharnée entre le gouverneur Siminalayi Fubara et son prédécesseur, Nyesom Wike. Wike, figure dominante de la politique de l'État de Rivers, a choisi Fubara comme successeur, espérant qu'il serait un instrument docile à ses désirs, une véritable marionnette. Cependant, Fubara, peut-être enhardi par le poids de sa fonction, a montré des signes d'indépendance, remettant en question l'autorité de Wike. Il a pris son envol, pour ainsi dire. Ce choc des titans, cette bataille pour la suprématie dans les eaux troubles de la politique de l'État de Rivers,
a eu des conséquences dévastatrices pour l'État, un véritable désastre. Les accusations de corruption, de violence et d'intimidation sont devenues monnaie courante, comme dans un feuilleton télévisé. L'Assemblée de l'État, symbole de la représentation démocratique, gisait en ruine, démolie sur ordre de Fubara, un rappel brutal de la fragilité des institutions démocratiques face à la force brute, comme une poudrière. La lutte de pouvoir entre Fubara et Wike n'est pas une simple querelle d'écoliers. Elle reflète les profondes divisions au sein du parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire, PDP, et la fragilité de la démocratie nigériane. C'est un rappel brutal que, même au XXIe siècle, le spectre du clientélisme politique, comme le copinage, continue de hanter le Nigeria, sapant ses institutions démocratiques et menaçant sa stabilité. Alors que la crise dans l'État de Rivers s'aggravait et menaçait le tissu même de la nation, le gouvernement fédéral s'est vu contraint d'intervenir. Face à la pression croissante pour rétablir l'ordre, le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence dans l'État, suspendant le gouverneur Fubara et nommant un administrateur provisoire. Cette mesure radicale, signe évident de la gravité de la situation, a provoqué une onde de choc dans tout le pays, un véritable tollé. Déclarer l'état d'urgence n'est pas une décision prise à la légère. Cela représente un échec des processus démocratiques normaux, la reconnaissance que la situation s'est détériorée au point que des mesures extraordinaires sont nécessaires, comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence, une solution qui a mal tourné. Suspendre un gouverneur démocratiquement élu, même accusé de malversation, crée un précédent dangereux. Vous voyez, comme ouvrir la boîte de Pandore. L'intervention du gouvernement fédéral dans l'État de Rivers est une arme à double tranchant. D'un côté, elle est nécessaire pour rétablir l'ordre et empêcher la situation de s'envenimer davantage avant que tout ne parte à volo. De l'autre, elle risque d'être perçue comme un abus de pouvoir, une tentative du gouvernement central d'imposer sa volonté à une région rebelle, de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Acte 5. L'Assemblée en ruine, un symbole de conflit. La démolition de l'Assemblée législative de l'État de Rivers, sur ordre du gouverneur Fubara, était un acte d'autoritarisme flagrant, un peu comme une scène sortie d'un western. C'était une attaque symbolique contre le cœur de la démocratie, un message du genre « tu sais à qui tu parles », montrant que Fubara ne tolérerait aucune opposition à son gouvernement. Le bâtiment de l'Assemblée, autrefois un lieu de débat et de législation, gisait en ruine, un portrait de la fragilité des institutions démocratiques face à la force brute, comme dans un mauvais feuilleton télévisé. La démolition n'était pas seulement un acte de destruction physique, ce n'était pas juste abattre des murs. C'était une attaque contre les principes fondamentaux de la démocratie, la représentativité, la responsabilité et l'état de droit. Une véritable catastrophe. Il a envoyé un message sinistre au peuple de Rivers. Leur voix ne comptait pour rien. Leurs représentants élus étaient insignifiants, comme quand votre équipe perd 7-1. Les ruines de l'Assemblée sont un rappel amer de la fragilité de la démocratie au Nigeria, une véritable honte. Elle symbolise les défis auxquels le pays est confronté dans sa quête d'une bonne gouvernance et d'un état de droit. Un feuilleton qui semble sans fin. La crise dans l'État de Rivers a eu un effet domino sur l'ensemble de l'économie nigériane. L'État, qui abrite une part importante de l'industrie pétrolière et gazière du Nigeria, a vu sa production chuter, les investisseurs étant devenus méfiants face à l'escalade de la violence et de l'instabilité politique. Comme on dit, quand on voit son voisin se raser, on prépare son eau chaude. L'oléoduc Trans-Niger, une artère vitale qui transporte le pétrole brut vers les terminaux d'exportation, est devenue une cible pour les militants, perturbant davantage la production de pétrole et coûtant au pays des millions de dollars de revenus perdus. C'est un véritable retour de bâton. Les conséquences économiques de la crise se sont fait sentir bien au-delà des frontières de l'État de Rivers. Quand on voit son voisin se raser, on prépare son eau chaude. Le Nigeria, qui luttait déjà contre une myriade de défis économiques, a vu sa monnaie, le naira, s'affaiblir et sa cote de crédit baisser. La situation devient vraiment préoccupante.
La crise a brutalement rappelé l'interconnexion entre la stabilité politique et la prospérité économique. L'un ne va pas sans l'autre. La situation sécuritaire dans l'État de Rivers s'est également rapidement détériorée. L'ambiance est électrique. Des gangs armés, prétendument soutenus par des politiciens, parcouraient les rues, terrorisant les habitants et participant à de violentes fusillades avec les forces de sécurité. La situation est explosive. La violence a fait d'innombrables victimes, déplacé des milliers de personnes et créé un climat de peur et d'impunité. C'est déchirant. La véritable tragédie de la crise dans l'État de Rivers, c'est l'érosion de la confiance qu'elle a engendrée. La population, prise au piège dans le feu croisé d'une lutte de pouvoir implacable, a perdu foi en ses dirigeants, dans le processus politique et dans la notion même de démocratie. Les citoyens sont devenus méfiants et cyniques, leurs espoirs d'un avenir meilleur s'échouant sur les récifs de la corruption, de la violence et de l'impunité. La crise a mis à nu les profondes divisions au sein de la société nigériane, des divisions qui ont été exploitées par des politiciens sans scrupules à leur propre avantage, comme ceux que l'on voit dans les publicités politiques. Elle a également mis en lumière l'incapacité des institutions du pays à faire respecter l'état de droit et à protéger les droits de ses citoyens. Une situation qui rappelle un peu le système D, mais dans un contexte beaucoup plus grave. Le peuple de l'État de Rivers, et en fait tous les Nigérians, méritent mieux. Ils méritent mieux qu'une chanson monotone. Ils méritent des dirigeants qui placent les intérêts du peuple avant les leurs, qui s'efforcent de construire une société juste et égalitaire, qui ne fassent pas de promesses en l'air comme un politicien en campagne électorale. La crise dans l'État de Rivers n'est pas un incident isolé. C'est juste le dernier chapitre de la longue et tumultueuse histoire du delta du Niger, une région qui a subi des décennies de violence, de dégradation environnementale et de marginalisation politique. La découverte de pétrole dans le delta du Niger dans les années 1950, au lieu d'apporter la prospérité, a apporté une malédiction. Les richesses pétrolières de la région, au lieu d'être utilisées pour améliorer la vie de ses habitants, ont été détournées par une élite corrompue, laissant derrière elle un héritage de pauvreté, de pollution et de ressentiment. C'est un peu comme l'histoire du pétrole au Brésil, mais en pire. Les habitants du delta du Niger, leurs terres et leurs moyens de subsistance dévastés par l'industrie pétrolière, se sont révoltés, exigeant une plus grande participation aux richesses du pétrole et la fin de la dégradation environnementale. Un peu comme les mouvements sociaux qu'on voit ici en France, qui luttent pour la justice sociale. Leurs revendications ont été accueillies avec une force brutale. Le gouvernement nigérian, cherchant à protéger ses profits pétroliers, a réagi par la répression militaire, alimentant un cycle de violence et de répression. Cela rappelle un peu les dictatures militaires en Amérique latine, n'est-ce pas? La crise dans l'État de Rivers est un rappel brutal que les problèmes qui ravagent le delta du Niger depuis des décennies restent non résolus. L'histoire de la région sert d'avertissement, un rappel des dangers de la malédiction des ressources naturelles et de la nécessité urgente d'un développement juste et équitable. Nous devons apprendre des erreurs des autres pour ne pas les répéter ici. La crise dans l'État de Rivers est un microcosme des défis plus larges auxquels le Nigeria est confronté. C'est un rappel brutal de la fragilité de la démocratie face au clientélisme politique, à la corruption et à l'impunité. C'est comme le dit le proverbe, on ne partage pas le gâteau sans en prendre une grosse part. Les événements dans l'État de Rivers devraient servir d'alerte pour tous les Nigérians, un appel à l'action pour reprendre leur démocratie des mains de ceux qui cherchent à l'exploiter à leur propre profit. Il est temps d'y mettre fin. Assez des petits arrangements. Nous avons besoin de vraies solutions. Le clientélisme politique est un cancer qui ronge le tissu même de la société nigériane. Il sape l'état de droit, érode la confiance publique et nuit au développement économique. C'est comme jeter l'argent par les fenêtres, un véritable gaspillage. C'est une menace non seulement pour la démocratie du Nigeria, mais pour son propre avenir. L'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays, est en jeu. L'intervention du gouvernement fédéral dans l'État de Rivers est un premier pas nécessaire pour rétablir l'ordre et la stabilité. Cependant, cela ne suffit pas. C'est comme essayer de vider l'océan avec un seau, nous devons nous attaquer à la racine du problème.
S'attaquer aux causes profondes de la crise exige un changement fondamental dans la culture politique du Nigeria, un abandon de la politique de favoritisme au profit d'un système basé sur la responsabilité, la transparence et l'état de droit. Fini les magouilles, nous avons besoin d'un jeu équitable. La lutte contre le clientélisme politique est une lutte pour l'âme du Nigeria. C'est une lutte à laquelle tous les Nigérians doivent participer s'ils veulent construire un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère pour eux-mêmes et pour les générations futures. Construisons ensemble un Nigeria meilleur, un avenir digne pour nous tous.